Mouhidine, alors s'il y a un peu de bruit, c'est parce que c'est l'entracte ici, au Palais des Beaux-Arts. Je voudrais qu'on revienne à ce concerto de Schumann et qu'on parle vraiment de votre point de vue de pianiste, d'une manière peut-être un peu plus précise. Oui. Déjà dans le tempo qu'elle a choisi, beaucoup plus lent que d'habitude. Et quel était votre sentiment par rapport à son interprétation? Et là, j'aimerais que vous nous parliez en tant que pianiste. Oui, en fait, c'est justement très judicieux que vous disiez par rapport à d'habitude, parce que il faut dire que les habitudes ont bien changé depuis notre siècle. Notre ère est en train de changer un peu les habitudes. Et moi, je trouve que Madame Leonskaya, dans son choix de tempo, a resté dans les habitudes d'une autre ère que le nôtre. Et nous sommes en train d'un tout petit peu perdre cette tradition. Exactement. Donc, on est entré dans un ère où on essaie de tout faire vite, on essaie de tout faire d'une manière spectaculaire, démonstrative, etc. Et je crois que ce concerto, c'est tout sauf ça. Et justement, moi, j'ai été épaté par sa volonté de mettre justement ça au premier plan. C'est-à-dire l'expression musicale, la recherche de couleurs, la complicité avec l'orchestre, mettre l'orchestre en avant. Le nombre de fois elle se retirait pour justement passer les solos d'orchestre, pour vraiment montrer cette écriture très organique du piano dans l'orchestre. C'est vraiment un discours de musique de chambre par moment. Évidemment, il y a des moments, c'est le piano qui prend au-dessus, il devient un solo, mais même ces moments-là, elle a toujours resté avec une telle pureté, avec une telle simplicité, et sans jamais chercher une quelconque démonstration ou se mettre en avant. Tout était pour que la musique passe d'abord. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit saluer. C'est une tradition qu'on est en train de perdre. Vous n'entendrez peut-être plus jamais ce genre d'interprétation dans un concours international de piano ou ailleurs d'ailleurs. Moi, je le trouve... c'est pour ça qu'on est privilégié en fait d'avoir entendu cette interprétation. Elisabeth Leonskaya qui me racontait mercredi, je l'ai rencontrée, on va d'ailleurs l'écouter, que lors du concours 1968, eh bien, à cette époque, elle voulait vraiment montrer qu'elle savait jouer du piano et elle voulait absolument jouer le deuxième concerto de Brahms, et son professeur lui a dit mais non, tu ne dois absolument pas jouer ça, tu dois jouer Tchaïkovski ou Rachmaninoff. Et elle me racontait qu'elle lui a dit non, je veux jouer Brahms, comme une petite fille qui veut absolument faire quelque chose. Oui, mais vous savez, je crois que c'est pas une personne qui est faite pour se montrer dans un concours. Donc, dans le choix de l'œuvre, comme vous avez dit, il y a tellement de gens qui choisissent Tchaïkovski et Rachmaninoff parce que, bon, ce sont des œuvres pour jouer pour le premier prix, pour le deuxième prix. Enfin, je fais peut-être une petite cliché au-dessus, excusez-moi, quelque part, mais c'est vrai qu'il y a certains types d'œuvres, on ne propose plus jamais. Et c'est tellement rare que ces genres d'œuvres soient récompensés d'ailleurs. Donc, mais je trouve que tout a son... il faut saluer encore dans ce choix-là. Elle avait déjà compris oui, tout à fait. D'autres choses que la majorité. Oui, tout à fait. Donc maintenant, bon, son point de vue de professeur, tout à fait compréhensible aussi, parce que évidemment, lui, il voyait probablement chez Madame Leonskaya toute la possibilité, tout le potentiel d'aller tellement plus loin, éventuellement comme un résultat du concours. Mais voilà. Mais les concours c'est très relatif, vous savez. Et regardez, par exemple, Madame Leonskaya a pris un 9e prix au concours Elisabeth en 68. Et c'est elle dont on parle encore toujours. Exactement. Donc, ce n'est pas... Vous savez, le concours ne définit pas tout.
Alors tant qu'on parle de concours, ce concours 68 est vraiment intéressant. On l'a dit, septième place, votre professeur Edvard Auer, pianiste américain. Cinquième place, le grand pianiste belge André de Groot. Absolument. 9e place, on l'a dit, Elisabeth Leonskaya. 10e place, Mitsuko Ushida. Ah oui. 11e place, François-René Duchâble. Mon Dieu. Voilà, tous des pianistes dont on parle encore aujourd'hui. Tout à fait. Et première place, à part les pianistes et les spécialistes, c'était une compatriote de Katerina Novitskaya qui a arrêté de jouer du piano, nous a dit Elisabeth Leonskaya. Mouhidine, on va écouter Elisabeth Leonskaya, non pas au piano, mais en interview. Je l'ai dit il y a un instant, je l'ai rencontrée mercredi. Magnifique. Et je lui ai posé la même question qu'à vous il y a quelques minutes. C'était de me dire ce que ce concerto de Robert Schumann, ce seul et unique concerto de Robert Schumann avait de particulier à ses yeux. Ce concerto est très différent des autres grands concertos. Comme chacun le sait, Schumann a d'abord écrit le premier mouvement, qu'il a appelé Fantaisie, vous voyez? Ce n'est pas vraiment un concerto dans une forme traditionnelle, habituelle. Vous me suivez? Alors bien sûr, il compte 3 mouvements. Mais le premier mouvement, en particulier, est très très différent de la tradition. Le mouvement central ensuite et la manière avec laquelle il développe ses idées du début de son concerto. Il rêve littéralement dans ce mouvement central. Ensuite, pour le troisième mouvement, il change complètement d'idée et tout s'agite. Chaque parcelle de ce concerto est différente émotionnellement, comme c'est le cas d'ailleurs dans les autres œuvres de Schumann. Vous serez dirigé par un chef russe, Andrei Boreiko. Est-ce que ça a une saveur particulière d'être accompagné par un compatriote qui parle votre langue, qui connaît votre culture? Andrei Boreiko est quelqu'un de très attentif. Il admire chaque soliste. Et son oreille et sa précision lui permettent de suivre ses solistes avec amour et avec un grand métier. Elisabeth Leonskaya, vous avez beaucoup joué avec Sviatoslav Richter. Il était de 30 ans, votre aîné. Comment était-il avec la jeune pianiste que vous étiez? Sviatoslav Richter, this is probably the biggest light in my life. Sviatoslav Richter a probablement été la plus grande lumière dans ma vie. De pouvoir rencontrer un grand artiste comme lui alors que j'étais une si jeune étudiante, de prendre conscience de la différence qui nous séparait, de son niveau, de me rendre compte aussi combien le chemin était long et la distance était grande entre ma personne et un grand maître comme lui, Sviatoslav Richter. Et aussi ce que ça signifie d'être un grand maître. Ça, c'est un aspect de notre rencontre. Un autre aspect, ça a été de développer avec lui une profonde amitié au fil du temps. S'il était avec nous, ses étudiants, il ne changeait pas. Il était Sviatoslav Richter. C'était un sentiment grisant. On dit de vous, vous êtes une des grandes dernières pianistes de l'ère soviétique. Est-ce que ce mot, ère soviétique, ça signifie quelque chose de très fort pour vous? Je ne sais pas ce que je peux dire à ce sujet. Quelqu'un a un jour écrit cela, et depuis lors, tout le monde considère que je suis la dernière pianiste soviétique. Moi, je ne le pense pas en tout cas. Mais est-ce que les choses ont beaucoup changé depuis la chute du mur au niveau de l'enseignement musical en Russie aujourd'hui par rapport à l'époque que vous avez connue? Je ne le crois pas. L'école russe reste l'école russe. Il y a suffisamment de grands professeurs qui sont encore présents pour prolonger cette grande école pianistique russe. Et l'enseignement suit ce courant. Bien sûr, aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Les musiciens ont désormais plus facilement accès à l'information au sens musical, à travers des voyages où ils peuvent collecter des informations venues de l'extérieur du pays. Cela étant dit, je crois que l'enseignement en tant que tel n'a pas changé. On a toujours affaire à la grande école russe. Elisabeth Leonskaya, vous venez de dire les frontières maintenant sont ouvertes, on a plus d'informations. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'était une chance à votre époque de ne pas avoir d'informations, alors vous deviez avoir plus de créativité, vous deviez tout imaginer?
Je pense que la créativité se trouve dans la partition. C'est écrit, noir sur blanc. Au moment où je vous parle, je pense à quelqu'un que j'admire profondément, c'est Heinrich Neuhaus. Vous connaissez son nom, c'est un grand pédagogue russe. Il a parlé très simplement de cela et il a toujours dit « Regardez la partition, tout s'y trouve écrit ». Elisabeth Leonskaya, merci beaucoup, spasiba et à bientôt. À bientôt.